Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mettons-nous d'accord ce matin. Je ne sais pas si ce sera facile par les temps qui courent, mais on va en tout cas essayer de le faire avec Judith Weintraub. Bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine. Et pas en grève, bonjour Et pas Valérie. en grève, non, nous sommes là. Jean-Luc Benamias, bonjour, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. Bonjour. Et Jackie Isabello, communicant et chef d'entreprise. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. La France à l'arrêt, faut-il craindre des pénuries? Quelle issue pour cette grève, pour cette opposition entre le gouvernement et une majorité des Français? Encore un sondage ce matin, 72% des Français soutiennent les mouvements contre cette réforme des retraites. Que peut faire le gouvernement? Et puis on débattra de cette proposition de loi, une peine d'inéligibilité pour les élus condamnés pour violence. Qu'en pensez-vous? Tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Jackie. C'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup fait réagir. Oui, je m'y suis intéressé parce que certaines personnes râlaient. Agnès Lassalle, donc cette professeure d'espagnol qui a lâchement été assassinée à Saint-Jean-de-Luz, a été enterrée vendredi et on a vu son compagnon lui rendre hommage d'une manière que j'ai trouvé extrêmement émouvante. Je crois que j'étais pas le seul. Et donc il a fait un pas de danse sur cette merveilleuse chanson Love de Nat King Cole, ce crooner jazzy des années 50. Et derrière, son immense tristesse, il a voulu rendre hommage à sa compagne. Et je crois qu'on a été tous extrêmement émus. Et c'est une façon qu'on connaît assez peu dans nos pays de rendre ce tel hommage. Voilà, donc c'était un coup de cœur. Parce qu'ils étaient passionnés de danse tous les deux aussi. Exactement. Ils ont été rejoints ensuite par certains de leurs amis. Quel courage d'arriver à exprimer une telle émotion de la sorte. Oui, vous avez vu ces images, évidemment. Oui, ça m'a bouleversée. C'était une séquence absolument déchirante. Oui, absolument. Vous voulez réagir, Jean-Luc? Pareil que tout le monde. J'ai regardé les images 3-4 fois. Voilà. On les a parce vues. Que c'est d'une puissance incroyable. C'est à la fois très fort et à la fois c'est. De toute façon, cette histoire est dingue. Donc, on a déjà parlé sur Sud Radio. Enfin, pas que sur Sud Radio, mais c'est de la folie. Il y a de la folie derrière tout ça et la façon dont une famille arrive à réagir et ses amis. Voilà, on l'a vu. Les philosophes expliquent que l'art et la culture, c'est une manière d'exprimer notre humanité. C'est encore plus vrai par ce geste-là. Je trouve que. Mais c'est vrai que c'est pas. Il y a des pays où il y a de la musique, des danses, des fanfares. Dans les Antilles, aux Antilles, souvent, on fait plus la fête. Les cimetières sont très colorés. Vous voyez tout un tas de cimetières qui sont décorés. Alors ça n'empêche pas la tristesse, mais il faut savoir manifester ce genre de choses. En tout cas, lui, il a été capable de le faire. Rafik, c'est un mélange. Cette scène est un mélange de tragédie et de dignité. Et j'adhère évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Judith, vous, c'est un coup de gueule. Oui, moi, c'est un coup de gueule contre l'Union européenne. C'est un spot, donc un spot publicitaire pour les énergies renouvelables, où on entend notamment cette phrase invraisemblable: tu es en démocratie, mais tu refuses toute concession sur la question écologique. La solution, ce sont les énergies renouvelables. Alors, au-delà du fait qu'il n'est évidemment pas question du nucléaire, que c'est un débat qui fait rage précisément en ce moment dans l'Union européenne, je m'interroge beaucoup sur cette phrase: tu es en démocratie, mais tu refuses toute concession. Ça veut dire quoi? C'est une incitation à ne pas respecter les règles de la démocratie pour faire valoir sa position. Je trouve ça... Non, c'est pas une injonction paradoxale. C'est une injonction déguisée à bafouer les règles de la démocratie. Je trouve ça absolument scandaleux. Évidemment, comme c'est une pub de l'Union européenne, c'est avec l'argent du contribuable européen. Je me demande si le service de com de l'Union européenne n'est pas en roue libre, parce que entre ça et la promotion du voile islamique dont il nous gratifie régulièrement, qui regarde ce que fait le service de com de l'Union européenne. C'est signalé à chaque fois qu'il y a des c'est signalé, choses ça recommence. Comme ça, Je sais pas si sur ça le vous fait réagir, Rafik Smati. Sur le fond, c'est très grave. Je dis,
parlait en roue libre. C'est vrai, parce qu'en ce moment, il y a des discussions à très haut niveau, au niveau des gouvernements, sur ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire quelle énergie est dite propre. La France aujourd'hui milite pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie propre, et elle l'est, puisque l'énergie nucléaire c'est une énergie qui est permanente et qui n'émet aucun gaz à effet de serre, donc c'est une énergie puissante qui nous permet une permanence électrique. La France se bat pour ça, donc il y a un débat aujourd'hui politique qui n'a pas véritablement été tranché politiquement, et vous avez un service de com dogmatique qui idéologique qui s'arroge une partie de la vérité et qui dit les choses comme si elles avaient été actées. Donc moi j'appelle ça de la propagande. Jean-Luc Benamias, vous aurez peut-être un avis divergent? Je peux avoir un avis divergent. Je vais pas regarder cette pub. Mais sur le fond, Judith, le débat sur le nucléaire en Europe est un débat franco-français. Ce n'est pas un débat européen. Savoir après si il faut relancer un peu de nucléaire ou pas, c'est un débat franco-français. Ce débat n'existe pas dans les autres pays européens. Alors, je vais vous répondre. Vous avez répété 2 fois la même phrase, donc ça n'en fait pas un argument. Il y a eu un débat, comme l'a rappelé Rafik, très vif entre France et Allemagne sur la taxonomie, c'est-à-dire, en clair, pour les auditeurs, est-ce qu'il faut que le nucléaire bénéficie d'un régime avantageux au titre d'énergie non polluante? Les Allemands ne voulaient pas en entendre parler. Ils ont finalement accepté, mais ils ont exigé en contrepartie que le gaz bénéficie de la même fiscalité avantageuse, qui est aberrant. Et par ailleurs, en ce moment même, rebagarre entre l'Allemagne et la France, parce que nous militons pour que l'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire produit précisément grâce au nucléaire, bénéficie également de conditions fiscales avantageuses, et les Allemands disent non, pas question, on veut juste l'hydrogène produit par exemple les éoliennes. Donc c'est dire si le débat est tranché. D'un point de vue technique, on peut se poser la question, y a-t-il au niveau européen, et je n'ai pas la réponse, y a-t-il l'équivalent de ce qui s'appelait dans le temps le bureau de vérification de la publicité, qui maintenant a été intégré, et qui justement permettait de contrôler ça. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a des producteurs de voitures qui se sont fait attraper, où ils mettaient du verre partout sur des moteurs diesel. On leur disait non, vous faites des associations d'idées. Ça, c'est le job de la commission en principe. Est-ce qu'il y a une autorité de régulation de la publicité ou de la communication de l'Union européenne? Sans doute pas, parce que c'est vrai que ce genre de phrases extrêmement malheureuses, mais en plus qui sont, d'un point de vue de la rhétorique, comme l'a dit Juliette, tout à fait contestables, normalement ça ne devrait pas pouvoir passer. Jean-Luc, vous avez un coup de gueule? J'ai un coup de gueule un peu décalé, mais pas totalement décalé. Allez-y. C'est sur la propagande aujourd'hui gouvernementale, sur le service national universel. Si on a envie qu'il y ait, après les grandes grèves contre la loi retraite, un autre mouvement dans la jeunesse française, on s'y prendrait pas autrement. Rendre obligatoire ce service national universel mettra dans la rue un certain nombre de milliers, de dizaines de milliers de notre jeunesse. Pourquoi? Donc, Pourquoi? parce que ça ne sert sérieusement. S'il y a quelque chose à défendre et à augmenter, ça s'appelle le service civique universel non obligatoire, où chaque jeune pourrait choisir pendant 6 mois, pendant 1 an, d'aller, pourquoi pas dans la gendarmerie, pourquoi pas dans la police, pourquoi pas dans l'armée, mais dans un certain nombre de services et d'associations. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'est aujourd'hui le service national universel tel que promotionné par le gouvernement. Voilà, c'est une annonce. Je dis pas qu'il y aura forcément un mouvement. Je dis qu'il y a capacité et possibilité qu'il y en ait un si on rend le service national universel obligatoire. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. J'ai vu que Le Monde, effectivement, relayait les propos d'un enseignant qui tient les mêmes propos que vous. Que l'ensemble des syndicats d'enseignants. Oui. Parce qu'on va retirer 2 heures par semaine de cours pour ce SNU. Tel que le présente le gouvernement, c'est un truc un peu bâtard. On ne sait pas s'il s'agit de faire de la formation militaire, un peu de formation militaire, un peu de civisme, un peu d'aide aux assos. Il est question de parler du climat aussi pendant ces sessions. Ça ressemble à pas grand-chose. Une partie, je pense notamment au civisme et aux principes républicains. Normalement, c'est le travail de l'école et des enseignants de l'enseigner précisément aux élèves.
grève. Bon, cela dit, je ne vois pas du tout les jeunes déferler dans la rue, à moins que ce soit les jeunes admirateurs de l'insoumis Louis Boyard, en disant quelle horreur, on nous oblige à saluer le drapeau. Ouais. On y revient dans un instant. Petite pause, 9h13 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité, cette journée de mobilisation aujourd'hui. On y revient dans un instant avec Judith Van Traub, Jean-Luc Benamias, Rafik Smati et Jackie Isabello. Alors on va avancer. Rafik, on ne vous a pas entendu sur votre coup de gueule. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative. Vous avez la rédaction d'un des principaux médias américains, CNET, grand média technologique, qui va se séparer de 10% de ses effectifs parce que une partie du boulot, notamment l'écriture des articles, va être rédigée par l'IA ChatGPT. Et ce ne sont pas les premiers. Il y a quelques semaines, on apprenait que le géant allemand Axel Springer allait faire de même. Et la révolution de l'IA générationnelle, c'est un tsunami de ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui vont être perdus dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, et dans plein de domaines, y compris les plus inattendus, comme par exemple, je vous le donne en mille, le job de développeur informatique. Aujourd'hui, vous allez avoir des IA, et c'est déjà le cas aujourd'hui, qui peuvent coder du code, et je vous invite à vous amuser, ne serait-ce qu'aujourd'hui même avec ChatGPT. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est à l'aube d'une révolution majeure, historique, du niveau de la révolution agricole et de la première révolution industrielle. On est au seuil d'une révolution majeure du monde du travail, du rapport au travail. C'est une révolution monumentale. Et notre débat aujourd'hui, notre réflexion, notre énergie devrait être concentrée à fond, à 1000% sur ce tsunami et sur la manière dont on va réinventer le travail. Autant vous dire que les petites discussions que nous avons aujourd'hui sur l'âge de départ à la retraite de 64 ans, sur les âges pivots, etc., ça sera relégué, mais très vite, au niveau des petites querelles byzantines, parce que nous sommes en train, et j'affirme et j'assume que la question de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est du niveau de la discussion du sexe des anges pendant la chute de Byzance. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Je vous le dis, si on n'est pas capable d'embrasser cette révolution de l'IA générative, la question de la retraite à 64 ans ne se posera même pas. Vous aurez des armées de gilets jaunes, vous aurez des armées de chômeurs, et nous précipiterons le déclin de la France. Et inversement, parce que je ne veux pas rester sur cette note négative, parce que je connais le potentiel de notre pays, et notamment le potentiel technologique que nous avons, et notre capacité d'innovation. Si on sait embrasser cette révolution, si on sait affronter les sujets en face, si on sait donner les moyens à nos entreprises technologiques, et on le fait, et c'est en train de se passer avec la French Tech que je connais très bien, si on sait embrasser cette révolution, eh bien non seulement on pourra rebondir, mais je vais vous dire, on est capable d'aller vers le plein emploi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, comme la robotisation, simplement une parenthèse, les pays les plus robotisés du monde sont ceux où le taux de chômage est le plus bas. Donc si on sait embrasser cette révolution, vous aurez moins de chômeurs. Suppression de certains emplois, mais c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que, je termine là-dessus, c'est-à-dire que on détruit des emplois à court terme, et ça, face à ça, soit on est en mode loser, c'est-à-dire qu'on se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Et on défile dans la rue, et on bloque la France, et on essaie de se mentir à nous-mêmes, et on va dans le mur, soit on se dit, bon, on est face à une vraie révolution, nous la France, on a des capacités, on y va, on fonce, on se met tous ensemble, et tout ça, c'est pas en bloquant la France, je vous le dis, qu'on y arrivera. On va en reparler, mais c'est vrai que je crois qu'on est assez loin de ChatGPT aujourd'hui avec les manifestations, mais c'est vrai que nous sommes collectivement tous coupables de passer à côté de ce sujet, qui est le sujet révolutionnaire majeur du moment. C'est pas la révolution. La France est en retard ou pas par rapport à ça ? Évidemment que la France est en retard, mais l'Europe est en retard. Aujourd'hui, on est en train de se faire dominer, écraser par les Chinois d'un côté, par les Américains de l'autre, et nous, on est là, les arbitres des élégances, et on est en train de se poser la question, et en particulier quand on a 15 ou 20 ans, de savoir si on va partir à la retraite à 64 ou 65 ans. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Sur le codage, Rafik est un grand spécialiste, mais ce matin, dans les Échos, Gilles Babinet, qui est donc le président du CNU, me disait, attention, on va entendre que ChatGPT va supprimer des postes de codeurs. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que, un peu à l'instar de la manière dont on a changé le rapport à l'énergie, quand on a dit aux allumeurs de chandelles, bon bah voilà, votre métier va changer, et les codeurs vont faire autre chose. Je passe les termes techniques parce que c'est pas véritablement intéressant. Et c'est vrai que la révolution est absolument exceptionnelle. Moi, je pense qu'elle va remettre au cœur du débat, une société de la relation.
Parce que avec le numérique, même si on ne peut pas contester que le numérique est quand même une industrie qui, d'une certaine manière, est low cost en termes de création d'emplois, ça redéfinit les emplois, mais de là à prévoir que ça va supprimer, et notamment, par exemple, regardez dans les rédactions, l'exemple de Springer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et Judith a peut-être un avis là-dessus, c'est de dire on va concentrer nos moyens sur les éditorialistes, l'enquête, et on va supprimer tout un tas de petites tâches. Alors je vais en profiter pour égratigner un petit peu en disant si dans certaines rédactions, certains ouvriers du livre qui ont dû être récupérés et dont tous les journalistes se demandent ce qu'ils peuvent en faire, si on arriverait à régler définitivement ce sujet pour permettre que la profession de journaliste paye mieux les jeunes qui arrivent et leur permettre de faire de l'enquête, ça va redéfinir ces choses-là. Après, c'est pas l'intelligence générative qui a perturbé l'écosystème des médias de manière générale. Dans un monde idéal, non? Je pense qu'on pense Judith qui travaille dans une rédaction. On a vu comment les journaux ont évolué, c'est-à-dire que certains journaux en France n'ont plus de journalistes et n'ont que des rewriters, des gens qui prennent des infos par-ci par-là et qui font ces articles. Donc oui, ça peut être fait par de l'intelligence. Alors, je vais le dire à la place de Judith, mais prenons l'exemple sur ça, mais prenons l'exemple d'un groupe, par exemple, comme Le Figaro, qui est une très très vieille maison, qui s'est réinventée, qui a développé le numérique, qui a créé des studios, qui a investi. Aujourd'hui, sur l'information pure et dure, eh bien, il peut y avoir parfois des zones de déficit, mais sur l'ensemble de la chaîne de production de l'information, c'est un groupe qui est arrivé à se saisir du numérique comme d'autres. Et je vais vous dire, contrairement à ce qu'on a pu vivre ces 20 ou 30 dernières années, eh bien, il y a certains groupes qui sont en train de devenir des activités économiques florissantes sur le contenu, ce que n'étaient pas auparavant les médias français, puisque le modèle était installé sur un courant politique qui veut créer son média pour faire de la politique. Alors, Judith Weintraub, journaliste au Figaro, grand reporter. Merci Jackie. Non, c'est tout à fait vrai ce qu'il décrit. À une petite nuance près, c'est que on est encore à la recherche du modèle économique qui nous permettra de financer précisément toutes ces nouvelles activités. Pourquoi ? Parce que chronologiquement, le fait que le web, ce que nous on appelle le web, c'est-à-dire l'info en ligne, se soit développé d'abord sur un modèle gratuit et que peu à peu il remplace le print, le papier, c'est très bien. Sauf que les gens sont habitués à payer pour acheter leurs beaux magazines en kiosque vendredi, samedi, dimanche dans tous les kiosques de France. J'en profite. En revanche, ils sont douloureusement surpris quand ils ne peuvent lire que 4 lignes d'un article sur le web et que ensuite on leur demande de s'abonner également. Et on tâtonne encore. Je pense que ça se fera, mais pour l'instant, on est dans une passe difficile à cause de ça. Mais j'en profite pour faire un coup de cœur pour le Figaro avec un article que je vous conseille, que j'ai lu ce matin de Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire de talent et également grand gourmand et gourmet qui commente le palmarès du guide Michelin. Vous allez me dire qu'on est très loin du blocage de la France et des préoccupations peut-être des Français. Néanmoins, le guide Michelin reste une institution. Et là, s'ajouterais-je peut-être entre parenthèses. Et cet article, Guy Savoy face au marketing de la terreur. Guy Savoy qui est un monument de la cuisine française, 3 étoiles installé dans l'hôtel de la Marine, consacré 6 fois de suite meilleur chef du monde. Et l'hôtel de la Monnaie. L'hôtel de la Monnaie, oui, j'ai dit de la Marine, pardon, de la Monnaie, et qui s'est vu retirer une étoile de façon assez obscure, et c'est ce que raconte Durand-Soufflant dans son papier, qui était un repas pour le compte du guide Michelin. Après avoir fait un repas pour le compte du guide Michelin, donc c'est cette espèce d'opacité, terreur du marketing, parce que le buzz à tout prix, faire parler de soi, on comprend pas bien pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Peut-être qu'il ne mérite plus cette 3e étoile, mais peut-être que d'autres. Enfin, c'est l'incompréhension et puis le poids de ce guide rouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres notation de restaurants, mais ça reste pour les chefs, hélas, encore une fois, un marqueur très important. Je souscris entièrement à ce que vous dites, Valérie, et je vous remercie d'en parler et de parler de Guy Savoy, qui est pour moi un artiste. La gastronomie, c'est de l'art, et nous avons la chance d'avoir en France un grand artiste, tellement grand artiste d'ailleurs qu'il est célébré dans le monde, en ayant été proclamé il y a quelques semaines pour là, je ne sais pas combienième année consécutive, meilleur chef du monde, meilleur restaurant du monde. Et quand vous allez chez Guy Savoy,
Savoie, et ce qui a été mon cas, et j'ai eu cette chance, eh bien vous voyez quelqu'un qui est au boulot, matin, midi, soir, qui se donne à fond. Il suffit de voir d'ailleurs ses publications sur les réseaux sociaux. C'est pas un homme qui pense business, c'est un homme qui pense cuisine, c'est un homme qui est passionné par ce qu'il fait. Et je peux vous dire que la sanction qui a été la sienne n'est évidemment pas méritée, mais comme Guy Savoie, je crois comprendre qu'il est un homme extrêmement déterminé, extrêmement pugnace, il va se battre et il va la redécrocher, sa 3e étoile, parce qu'il la mérite. Alors, moi, il se trouve que j'ai couvert le déconfinement chez Guy Savoie, parce que j'avais proposé comme sujet un restaurateur fermé. Heureusement que ChatGPT n'a pas pris votre place. Voilà. Et encore fermé autoritairement pendant la crise Covid. Et du coup, j'ai rencontré non seulement Guy, mais ses équipes qui étaient extraordinaires d'investissement. On sentait vraiment les gens qui souffraient de ne plus pouvoir, pour l'essentiel, travailler parce qu'ils maintenaient un peu de vente à emporter. Pour ça, pas pour gagner de l'argent, parce que c'est tellement sans rapport avec le fonctionnement du restaurant, mais pour que les gens continuent à bosser, à travailler les produits et maintenir la cohésion d'une équipe de plusieurs équipes d'ailleurs extraordinaires, s'il n'y a pas que la monnaie. Mais il joue, je trouve que le Michelin joue contre son camp dans ce genre de choses, parce que c'est un guide, encore une fois, important, qui rayonne dans le monde, et il devrait peut-être y avoir une catégorie des grands chefs, comme quand Bocuse a été déclassé 3 ans après sa mort. Enfin, et puis c'est pas sans conséquence, mais apparemment des intouchables, mais comment pas des intouchables, mais une sorte de qu'ils expliquent. Et là, c'est ce que raconte Durand Soufflant. Je vous encourage à lire. Et en plus, c'est un homme vraiment adorable. Oui, mais ça, s'il est adorable et que c'est pas bon, non, mais je suis d'accord. Je veux dire, puisque vous dressiez un panégyrique. En plus, c'est un homme adorable, ce qui n'est pas le cas de tous les restaurateurs dans ce métier, qui est quand même un métier extrêmement dur. Moi, j'ai fait quand j'étais étudiant, et c'est pas top chef dans les cuisines, on traite pas forcément les gens très bien. Mais lui, c'est un homme adorable. Mais après, chers amis autour de cette table, moi, je vais vous dire ce que je répète à mes clients. Il faut de temps en temps un peu respecter la liberté éditoriale de quelque chose qui est un média. Donc c'est vrai que on le critique, on le commente, on le conteste. Oui, mais quand on a à un moment, rappelons aux gens quand même que c'est pas un pouvoir incontestable et que il va la regagner sa 3e étoile. Mais quand on a un poids comme celui-là, on doit avoir des explications et pas juste passer un coup de fil. Mais Roger Federer et Rafael Nadal sont pas tout le temps meilleurs de leur forme. Et non, mais enfin, entre ces cigares, l'envie qu'on a d'égaler, le rayonnement de l'homme et tout ça. Pardon, Jean-Luc, un avis sur ce sujet? Je sais plus très. Je m'excuse, mais de l'intelligence artificielle arrivée. Eh ben oui, mais c'est le principe de ce tour de table, c'est de sortir des sentiers battus et voilà. Donc on finit sur Nadal et Federer. Alors là, voilà, ça va loin. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la grève, on va parler de la mobilisation, on va parler de l'issue de ce mouvement ou non. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et Thibault, notre réalisateur, me dit qu'à l'instant, c'était la pub pour effectivement de l'Union européenne. Vous l'avez entendu, Jean-Luc ? Je l'ai entendu, j'ai éclaté de rire. Oui, Chris nous dit « Je suis moi aussi outré par le spot récent de l'Union européenne qui encourage les jeunes à enfreindre les lois, soi-disant pour le climat. Le mal est fait maintenant que la diffusion a été faite, mais il faut s'opposer à cela. » Voilà, effectivement, bon, c'est comme ça. La France à l'arrêt. On a gagné sa vie. Hein. Voilà, faut-il craindre les pénuries de carburant ? Je suis passé devant des stations-service ce matin où il y avait des queues qui n'étaient pas sans rappeler ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Les Français sont nombreux à soutenir ce blocage. Nouveau sondage ce matin ce que Frédéric Dabi nous disait, près de 8 Français sur 10 sont d'accord avec le blocage du pays. Que peut faire le gouvernement, Judith Van Traub ? Est-ce que c'est un baroud d'honneur aujourd'hui ? Je suis absolument consternée, mais vraiment consternée, par, d'une part, la nullité du gouvernement, d'autre part, la nullité des bloqueurs et des appels à la grève. Alors vraiment, c'est pas un pour rattraper l'autre. Entre Emmanuel Lépine,
CGT Chimie qui dit qu'il veut mettre la France à genoux, Olivier Véran qui nous promet les 7 plaies d'Égypte et pire encore si jamais les grèves fonctionnent, ou Olivier Dussopt qui, on ne sait pas pourquoi, s'est mis à trouver que vanter la réforme comme une réforme de gauche allait servir les intérêts du gouvernement, alors que la gauche est vent debout, ça n'a servi qu'à exacerber son irritation. Enfin, vraiment, c'est un festival à qui sera le plus nul, et sortir de cette situation quand vous avez un blocage de surcroît sur la question de l'âge, alors qu'on se rappelle que lors de la première tentative de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, la réforme systémique, précisément, tout s'était verrouillé au moment où Édouard Philippe avait dit tout ça est bel et bon, mais il faut quand même un âge pivot. Rebelote, refaire la même erreur, alors qu'une réforme, pour être efficace, n'a pas besoin d'un âge de départ, il a besoin d'une durée de cotisation, elle a besoin d'une durée de cotisation, et par ailleurs d'une part de capitalisation. Car le système par répartition ne sera pas sauvé à moins de reporter sans cesse l'âge de départ à la retraite. Donc c'est une réforme qui ne sert pas à grand-chose, qui bloque le pays et sur lequel chacun campe sur ses positions. Ben oui, c'est ça. Je ne vois pas. Alors là, le gouvernement va les Français, ils sont opposés mais résignés. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'elle sur passerait. sa fermeté. Est-ce qu'il va réquisitionner les salariés des raffineries? Je l'espère bien, comme en 2010, mais je n'en suis pas sûre. Rafix, Mathie? Je pense que ce que nous vivons en ce moment sera jugé très sévèrement par l'histoire. Parce qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de ce que j'appelle, et je pèse mes mots, une réformette. Et je suis favorable à cette réformette, parce que c'est dans le sens de l'histoire. Et oui, je pense qu'il faut travailler plus longtemps. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai surtout pas envie de me battre pour cette réforme comme si c'était la réforme du siècle, parce que évidemment il y aurait tant à faire. Il faudrait mettre en place de la capitalisation. Il y a une vraie politique également, une vraie réflexion sur la natalité également dans notre pays. Bon, sur les formes de travail. Il y a une vraie réflexion systémique sur l'avenir du travail, sur l'impact des IA génératives. On en parlait tout à l'heure, etc. Bref, cette réforme doit passer, mais elle doit passer en petite pompe. Moi, si j'étais aujourd'hui en responsabilité, je pense que j'actionnerais le 49.3 pour le coup, parce que la France ne peut pas se permettre de 3 mois de débat sur une réforme qui n'en est pas une. Encore une fois, il faut le faire. On devrait même aller plus loin, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. J'espère que ça le sera dans les années qui viennent. Oui, mais pourquoi faire cette réforme si elle est mauvaise, si elle est mal ficelée? Non, elle n'est pas mal ficelée. Si elle n'apporte rien. Si. Alors simplement pour vos auditeurs, il faut simplement comprendre que que les retraites aujourd'hui en France, c'est 11% de notre produit intérieur brut. C'est considérable. Quand on parle de vouloir faire des économies, et je pense que tous les Français sont d'accord pour accepter l'idée que l'État doit réduire son train de vie, eh bien ça passe notamment par les retraites et le fait, tout simplement, on est en train de parler de quoi? De nous aligner, toute proportion gardée, c'est-à-dire moins sur ce que font les autres pays européens. Et c'est pour ça que c'est pas la réforme du siècle. Mais, Rafik, donc oui, il faut travailler plus. Il faut ajouter un argument très important, c'est que cette réforme à moyen terme évitera que les pensions de retraite diminuent d'un tiers. Parce que c'est très important ce que vous dites. Il y a plein de scénarios. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris cet argument, qui est quand même l'argument massu? Mais vous savez, moi c'est faux. Alors, allez-y, Jean-Luc. Alors, démontrez-nous que c'est faux, alors. Alors, pourquoi c'est faux? Parce que vous voyez que c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, ce qui est quand même... vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. C'est les analyses du corps, tout le monde les connaît aujourd'hui. Quand ils passent devant l'Assemblée nationale et qu'ils disent, sur les 8 scénarios, il y en a 7 qui disent qu'on n'a pas besoin de changer grand-chose par rapport au schéma d'aujourd'hui. Non, vous confondez deux choses. Vous confondez... Attendez, laissez-le terminer, puis vous rectifierez après. Oui. J'essaie de terminer. Quand 80% des Françaises et des Français, quand 90% de la population active, quand aujourd'hui une majorité, même chez les retraités, trouve que cette loi retraite est mauvaise et qu'il faut la retirer, normalement, dans un pays démocratique, on arrête là et on rediscute. Quand l'ensemble des formations syndicales représentatives dans ce pays, de salariés, sont tous d'accord pour dire stop, on arrête cette politique qui met la France à l'arrêt, et on ne sait pas combien de jours cette France va rester à l'arrêt. Ça n'est ni bon pour le pays, ni bon pour la population. Alors à un moment donné, certains l'ont dit, Judith l'a dit, que fait ce gouvernement?
on peut se poser la question. Que fait le président de la République? On peut se poser la question. Il faut vraiment redébattre complètement par rapport à tout cela et stopper cette situation qui fait que pendant encore quelques jours, si ce n'est des semaines, la France sera à l'arrêt. Ce qui est fou, c'est que à la fin, cette réforme, elle pourrait coûter de l'argent à l'État. Alors pourquoi ils le font? Vous le savez, parce que techniquement, dans les comptes de la nation, c'est ce qui se voit tout de suite. Donc dès qu'on met une tranche d'âge dans un pays qui est surendetté, on arrive à projeter, pour des questions de gestion de la dette, les économies qu'on va faire. Donc c'est principalement pour ça que le gouvernement l'a fait. C'est une réforme qui, à force d'ajouter des choses, risque de coûter de l'argent à terme. Ce fameux CDI senior, à la fin, s'il est appliqué, alors c'est plutôt une bonne mesure parce qu'on ne sait pas bien employer nos seniors, mais ça coûterait un fric fou. Deuxième point, on est en train de redécouvrir tout un tas de vérités. Le premier point, ce que souligne tout un tas de gens, Julien Damon, qui est un des grands spécialistes du travail, de la pénibilité, de la pauvreté en France, qu'il a encore écrit ce matin dans un journal, qui dit si vous voulez faire une vraie réforme, il faut prendre la durée de vie des gens. Par exemple, vous, mesdames, vous vivez beaucoup plus longtemps que nous. Donc, si on voulait faire une vraie réforme qui, techniquement, soit bonne pour les finances publiques et qui soit véritablement équitable, on devrait regarder qui meurt le plus tard. Et on devrait... qui meurt le plus tard. Premier point. Qui meurt le plus tard, il y a aussi la pénibilité. Alors, deuxième point, j'allais y tomber dessus. J'allais revenir dessus. Une infirmière, je reprends toujours l'exemple de l'infirmière usée à 60 ans. Eh bien, pas vraiment, Valérie. L'Institut des politiques publiques, qui est quand même un organisme de référence en France, à la différence du corps, qui, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, le corps, Jean-Luc, il fait des hypothèses sur 4-5 grands paramètres, et Hervé Lebras a expliqué à tout le monde, et je remercie Hervé Lebras parce que personne n'avait compté. Eh bien, ça fait 108 combinaisons possibles. Alors, ce qu'il a fait par ailleurs sur tout un tas de sujets comme l'immigration, c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, ça mais par exemple, la manipulation. Sur le corps, il montre qu'il y a 108 façons de lire le rapport du corps parce que le corps émet 5 gros paramètres. L'Institut des politiques publiques, qui est un organisme de référence, explique ce matin que la pénibilité n'est pas où on croit. Et c'est pas les gens qui partent le plus tôt qui vivent le moins longtemps. Il a repris tous les chiffres et il a montré, et il a dit deux choses. L'Institut des politiques publiques, il a dit, en fait, les gens qui partent encore à 60 ans sont pas forcément les gens qui ont les métiers les plus pénibles, parce que ils ont des carrières complètes, ceux qui ont les plus pénibles, ceux qui ont des carrières hachées et qui ont peut-être les métiers les plus pénibles, qui sont les moins diplômés, ceux-là, ils ne bénéficient pas. Et donc, il aurait fallu regarder aussi ces paramètres-là. On l'a pas regardé. Donc, vous voyez, quand on associe toutes ces choses-là mises bout à bout, on revient sur ce que vous avez dit en disant finalement, à la fin, on va foutre le pays à feu et à sang, et à la fin, on ne va pas gagner beaucoup d'argent, et on n'aura pas encore découvert les véritables problèmes pour faire une réforme des retraites qui soit à la lumière des problèmes qu'on peut avoir en France. Rafik Maty, c'est la question. Enfin, vous voyez qu'on est encore en train d'expliquer la réforme parce que les Français aussi dans ces sondages disent qu'ils n'ont pas tout compris. La faute à la nullité, comme le disait Judith, pardon de le reprendre comme ça, des explications de la communication du gouvernement. Mais là, aujourd'hui, on est dans un bras de fer. Encore une fois, je repose ma question. Est-ce que c'est un baroud d'honneur Est-ce qu'ils savent très bien que la réforme passera? Vous savez, moi, pas du tout. Non, vous n'êtes pas sûr. C'est une question. C'est une question. Moi, je voudrais déconstruire au moins deux arguments de Jean-Luc Benamias. Le premier, c'est il n'y a pas eu de discussion, il faut qu'on discute. Bref, vous avez envie de partir dans un tunnel de plusieurs mois de discussion. Moi, je vous réponds à ça de manière très simple, c'est que ça a été tranché au suffrage universel direct lors de l'élection présidentielle. Voilà. Enfin, à un moment donné, soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Et ensuite, deuxièmement, je voudrais démonter l'affirmation, alors qui est utilisée par tous les syndicats, par toute la France insoumise, par la NUPES, selon laquelle le corps a dit que. Alors ça, pardon, mais c'est une mascarade. Le corps a dit que, effectivement, aujourd'hui, de manière très ponctuelle, très conjoncturelle, nous sommes sur un régime à l'équilibre. Mais le corps dit aussi que en 2027, on commence à aller dans le mur. Petit 1. Et ce que ne dit pas le corps, parce que le corps, c'est pas une religion. Le corps, ce n'est pas une religion. Il parle surtout du niveau des pensions. Et là, c'est pareil dans tous les scénarios. Pour continuer, le corps, ce n'est pas une religion. Le corps ne prend pas en compte dans ces hypothèses le fait qu'il y a, à l'instant même où nous parlons, chaque année, 30 milliards de retraite, 33 milliards qui sont à la charge du contribuable français. C'est-à-dire que vous payez avec vos impôts. Donc quand on dit
quand on dit aujourd'hui, regardez, le corps dit que nous sommes dans un modèle qui est aujourd'hui à l'équilibre, c'est faux, c'est un mensonge. Aujourd'hui, le modèle n'est pas à l'équilibre, le modèle est déjà en ruine, il nous coûte 33 milliards, et si on continue à ne rien faire, eh bien il va nous coûter 50 milliards dans quelques années. Voilà la réalité aujourd'hui. Alors vous avez beau, la NUPES et compagnie, inventer une fiction qui consiste à dire que tout va bien, qu'en allant piocher dans la fortune de Bernard Arnault, on résoudra tous les problèmes, vous mentez. Et ce qui est marrant, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous en fait des caisses sur la retraite par capitalisation. Il confond capital, épargne d'entreprise, enfin, en veux-tu, en voilà. Le seul endroit où on peut bénéficier d'un régime additionnel à la fonction publique, qui est une retraite par capitalisation, en plus de l'après-fonds, qui est un produit par capitalisation volontaire, c'est la fonction, publique. L'après-fonds n'existe plus. En fait, vous ne pouvez plus adhérer à... Ça existe encore. Non, c'est un certain avantage fiscal dont il bénéficie il y a une quinzaine d'années qui a été aligné. Mais la fonction publique peut encore bénéficier d'une retraite complémentaire non obligatoire par l'après-fonds. Jackie, comme tout à chacun. En fait, il n'y a plus l'après-fonds fonctionnaire. Ça a été aligné sur les pertes. L'avantage fiscal. Oui. Allez, petite pause, 9h45 sur Sud Radio. On continue à débattre avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, j'aimerais bien avoir la réponse à ma question. Que va-t-il se passer? Baroud d'honneur des syndicats, des manifestants. On attend en moyenne 1 million, 1,5 million, aller dans la fourchette large de manifestants partout en France. Il y a le dessin de CAC dans l'opinion qui est assez drôle avec c'est une journée, Philippe Martinez qui dit mardi sera une journée décisive. Laurent Berger lui dit si elle ne l'est pas, eh ben on reconduira la journée décisive. Donc la question est jusqu'où et jusqu'à quand les syndicats tiendront et les manifestants aussi, parce que ça coûte cher les jours de grève. Donc, alors Jean-Luc, vous disiez non, pas un baroud d'honneur. Mais non, c'est pas un baroud d'honneur. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, je l'ai déjà dit. Enfin, personne ne peut prévoir l'avenir à ce niveau-là. Mais ce qu'on voit, c'est cette forte opposition, très forte opposition dans l'opinion publique, extrêmement majoritaire, quelles que soient les générations. À un moment donné, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, si on peut éviter si elle passe, d'avoir c'est fini, un blocage généralisé, eh bien, il faut que le gouvernement réagisse et que le président Macron réagisse en disant maintenant, on remet tout à plat. Mais si on ne fait pas ça, ça va s'aggraver, forcément. Comment ça va s'aggraver? J'en sais rien. Je n'ai pas la science infuse, mais clairement, on sent dans l'opinion publique, il y a 270 manifestations aujourd'hui. Et je l'ai déjà dit sur cette antenne, c'est souvent dans les petites et moyennes villes qu'il y a le plus de gens dans la rue. Les gens sont dans une espèce de révolte intensive. Si on ne réagit pas par rapport à ça, eh bien, je ne sais pas comment ça peut se terminer. Ce que je sais, c'est que ça ne se terminera pas demain. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Combien de jours, combien de semaines, j'en sais rien. Mais on voit bien dans un certain nombre de secteurs qu'on n'attendait pas, notamment des secteurs du commerce, des secteurs des transporteurs, des secteurs des camionneurs, une multiplication de revendications et une multiplication de mouvements. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Ce qui est marrant, c'est le paradoxe de cette réforme. Si on y réfléchit, le gouvernement fait une réforme. Il fait tellement de concessions plutôt que de dire au bout d'un moment, bon écoutez, un chef c'est fait pour cheffer, propose une réforme, c'est comme ça, vous n'en voulez pas. Il fait des tas de concessions. Ça va nous coûter un fric fou et donc le gouvernement s'enferme dans un corner. Les partenaires sociaux, ils ont réuni pour la première fois une intersyndicale hyper puissante, on n'avait pas vu ça depuis 95, on va pas répéter. À partir de ce soir, ils sont dans un corner, parce que si jamais ils décident une grève reconductible, c'est pas du tout la stratégie habituelle de la CFDT, et la CFDT ne peut pas suivre, alors que jusque-là, Laurent Berger fait... Là, en étant objectif, fait un parcours absolument remarquable. Il est en train d'acquérir un leadership extrêmement intéressant du point de vue politique. Et eux aussi sont enfermés dans un corner. Donc on va avoir le gouvernement qui sera dans son petit coin, les partenaires sociaux qui seront de son petit coin, et les Français qui seront, évidemment, comme tout le monde, on n'est pas joyeux de devoir travailler 2 ans de plus, surtout pour quelque chose qu'on n'a pas compris. Et on se dit, OK, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et pour la France, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais.
Non mais, Alors, Judith, quel gâchis. pas de parano. Mélenchon ne dirige pas la France. Et J'ai dit court après, j'ai pas dit dirige. Et Mélenchon ne dirige pas l'ensemble de la gauche. Jean-Luc, vous m'avez mal entendu. J'ai pas dit. Des cours après. J'ai dit court après. Je n'ai pas dit dirige. Ouais. Vous savez, Rafik Smati. Il y a une distinction fondamentale qu'il faut faire entre deux idées, je pense qu'il est temps de le dire. Entre, d'un côté, ce qu'on appelle la foule, d'un autre côté, ce qu'on appelle le peuple. Et c'est pas pareil. Ce qu'on voit dans la rue, c'est la foule. Quand vous avez 1 million de personnes dans la rue, eh bien, vous avez 65 millions de personnes qui n'y sont pas. Petit 1. Et petit 2, l'argument des sondages, en disant une grande partie des Français sont favorables, donc on va faire comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un sondage, si je vous dis à vous tous autour de la table, est-ce que tu préfères partir à la retraite 2 années plus tard, ou est-ce que tu préfères partir 2 années plus tôt? Vous allez me répondre, et c'est tout à fait humain, et moi je répondrai la même chose, je préfère partir 2 années plus tôt. Donc évidemment que quand on pose la question en ces termes, évidemment que lorsque l'on pose la question de la motivation, évidemment que mais la vraie question n'est pas celle-ci, mais la vraie question n'est pas celle-ci. La vraie question, et Judith en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que vous voulez qu'on maintienne vos pensions telles qu'elles sont aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez rentrer en précarisation dans 10 ans? C'est ça la vraie question. Et je vous garantis que si on pose la question en ces termes aux Français, eh bien ils accepteront le report de l'âge légal à la retraite. Sachant qu'évidemment, c'est pas le seul sujet, il y a la capitalisation, il y a plein d'autres sujets, mais sur ce point-là, sur ce marqueur, il faut dire la vérité. Et incidemment, il faut préciser que dans les autres solutions, il n'y a pas les conneries, excusez-moi du terme, de y'a qu'à taxer les riches. Je dis conneries parce que quand bien même vous le feriez une fois, ça serait la seule, donc ça n'assure pas la pérennité du système. Il y a aussi la proposition beaucoup plus sérieuse, mais à mon avis éminemment contestable, de Laurent Berger, d'augmenter les cotisations dans un pays qui est déjà champion du monde de taxation et des impôts. Histoire de bien plomber la compétitivité de nos entreprises et de créer encore plus de chômage. Mais les gens ne seront pas d'accord, ne seront pas plus d'accord parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. À la question de Rafik, qui était une question tout à fait intéressante, il faut dire aux gens 2 ans de plus. Pourquoi? Voilà. Et 2 ans de plus, pourquoi? Plus ça avance, moins on comprend ce qui est en train de se passer. Déjà, au début, ça dépendait. Emmanuel Macron nous disait que c'était pour sauver nos systèmes de santé, l'éducation nationale. Et puis Elisabeth Borne a dit non, pas du tout. Il n'y a pas un sou de cette réforme qui ira ailleurs que pour sauver le système de retraite. Et ça a continué. Ça rejoint ce qu'on disait au départ sur la communication. Et Elisabeth Borne hier qui disait je ne sais pas si cette réforme est de droite ou de gauche. Quel est l'intérêt de proposer une réforme institutionnelle de tous les outils, de tout ça, quand on n'est même pas capable, sur ce genre de réforme, d'aller au bout et de porter quelque chose du début à la fin, sans rendre toutes les parties prenantes hystériques, parce que c'est ce qui est en train de se passer, et à n'offrir aucune solution qui soit digne de ce que doit faire le pouvoir politique, parce que rappelons-le quand même, la fonction de politique, eh bien, c'est un métier qui est difficile, il faut saluer tous ceux qui le font au quotidien. Sauf que sur cette réforme, eh bien, après ce qu'on a vu, c'est pas très glorieux. Voilà, oui. Rafik, je trouve tellement dommage et anachronique que nous passions tous, et le débat public a mobilisé là-dessus, autant de temps pour une réforme qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on est en train de s'inventer tous collectivement une histoire. On est en train de s'inventer une histoire, on est en train de faire comme si c'était la réforme du siècle et qu'il fallait combattre, qu'il fallait des grandes luttes comme les grandes luttes du XXe siècle. On est en train de mener une bataille, enfin pas on, parce que je soutiens plutôt cette réforme, mais ceux qui sont dans la rue, les syndicats et la NUPES par-dessus tout sont en train de mener une bataille du siècle dernier. La bataille qui est menée aujourd'hui, c'est une bataille qui est obsolète, qui est ringarde, qui est hors sujet, qui va se faire laminer par toutes les problématiques, par l'IA, etc. C'est ça la vraie question. Oui, Jean-Luc. C'est le président de la République lui-même qui en a fait le centre de sa vie politique et de ses actes de son second mandat. C'était dans son programme. C'était dans son programme. C'était dans son programme. Qu'est-ce qu'il a dit le soir même des élections quand il a été réélu? Il a dit quoi? Il a dit 64 ans, ça se discute, 65 ans. Absolument. On va suivre cette journée de mobilisation, voir aujourd'hui comment les choses vont se passer. Il y a déjà des lycées qui ont commencé à monter des barricades qui ont été démantelées, je ne sais pas si le mot est exact, par la police pour l'instant. C'est quelques poubelles. Oui, bien sûr, rien n'est grave. Rien n'est grave. À suivre, et on en reparlera demain. Dans un instant, Laurent Deutsch, on va parler histoire, on va parler de la Renaissance. Voilà, c'est une autre époque. Un parti politique, ça. Oui, absolument. Merci à tous les quatre. Dans un instant, Laurent Deutsch. À tout de suite. Merci. Sud Radio.